Bonjour à tous et bienvenue dans Psyché, votre nouveau podcast 100% Swiss Made dédié à la santé mentale. Alors que la santé mentale devient un enjeu majeur de la politique sanitaire en Suisse et dans le monde, on a voulu plonger dans les méandres des troubles psychiques à travers des interviews, des témoignages, des récits de vie de nos patients, actuels ou anciens, de leurs proches, mais aussi de celles et ceux qui font vivre nos cliniques. Pensé et réalisé par les équipes des cliniques La Métairie et Grand Salève, ce podcast tentera de vous informer et de vulgariser, sans stigmatiser, sur les différents troubles psychiques que chacune et chacun peut croiser dans son parcours de vie. Vous pouvez retrouver notre podcast sur les plateformes d'écoute habituelles, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, et tous les liens sont disponibles dans la description. J'en profite pour vous inviter à vous abonner au podcast pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Laissez-nous aussi vos commentaires, vos questions, on fera de notre mieux pour y répondre, et bien sûr, laissez-nous de bonnes évaluations. Cela permettra d'améliorer le référencement et de faire en sorte que la visibilité du podcast soit encore meilleure. Dans ce nouvel épisode de Psyché, on va continuer à vous parler d'addiction et dépendance, et plus particulièrement de codépendance, avec deux invités de choix. Daniela Danis, psychologue et psychothérapeute, qui fut il y a quelques années au cœur du programme des maladies de la dépendance de la Métairie, et qui s'est spécialisée au fil des années dans la codépendance justement. Et Sylvie Vuez, conseillère en addiction et responsable du programme des maladies de la dépendance à la clinique La Métairie. Pour réaliser cet épisode, on a quitté la clinique et on s'est rendu directement à Genève où Daniela Danis reçoit ses patients. On espère que cette discussion vous plaira. Bonne écoute à tous de ce 3e épisode de Psyché, votre nouveau podcast suisse sur la santé mentale. Bonjour Daniela, bonjour Sylvie. Merci Daniela d'avoir accepté de faire ce podcast avec nous. Et merci de nous recevoir dans ton cabinet à Genève. Donc moi, personnellement, ça me fait super plaisir de te rencontrer enfin. Parce que Sylvie me parle de toi très souvent. Ça fait 5 ans et demi qu'on se connaît, Sylvie. Et combien de fois tu m'as parlé de Daniela, je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, c'est Daniela par-ci, Daniela par-là. Donc j'ai l'impression de rencontrer une star. Donc merci à toi de nous recevoir. Aussi, on délocalise le podcast pour la première fois, donc c'est top. Avant qu'on commence vraiment cette conversation sur la codépendance, je vais juste présenter un peu Daniela à nos auditeurs et nos auditrices. Donc tu es psychologue et psychothérapeute depuis plus de 30 ans, c'est juste. Tu as été consultante pour le BIT, donc le BIT c'est le Bureau international du travail, pour l'OMS aussi. Tu as travaillé pour le ministère de la Santé en France et tu es formatrice pour le GREA, qui est le groupement roman d'études sur les addictions. La FORD, attention, ça fait beaucoup d'acronymes, Fédération romande des organismes de formation dans le domaine des dépendances. Et tu es aussi membre fondatrice d'APTA, qui est l'association des psychothérapeutes pour le traitement des addictions. Tu as écrit plusieurs livres également, dont on mettra les références dans la description du podcast. Et point important, évidemment, tu as travaillé à la clinique La Métairie, au sein de l'UMD. Donc ça te fait évidemment un gros point commun avec Sylvie, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés toutes les deux, donc on en parlera sans doute un petit peu après dans la conversation. Et toi Sylvie, évidemment tout le monde te connaît maintenant au bout de 2 épisodes. Tu es conseillère en addiction, responsable de l'unité des maladies de la dépendance à la clinique La Métairie, et tu es aussi codépendante, donc c'est pour ça que je te fais participer encore à ce numéro. J'ai toutes les casquettes. Voilà, beaucoup de casquettes. Ouais. Ça va aller pour tes petites épaules. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc ma première question est toute simple, Daniela. En fait, c'est pourquoi tu as décidé dans ton parcours de psychologue d'écrire particulièrement sur la codépendance. Merci Guillaume pour cette question que j'apprécie beaucoup parce que le thème de la codépendance est mon thème principal de réflexion depuis plus que 30 ans, effectivement, depuis que j'ai eu la chance de travailler à la clinique La Métairie et rencontrer l'entourage de nos patients addicts. Donc, j'ai écrit pour pallier un manque parce que j'ai rencontré ces personnes proches qui étaient complètement démunies, désespérées, qui n'avaient jamais eu le droit de s'exprimer face au monde soignant, qui ne tenaient pas compte de leurs problématiques. Et il y avait très peu écrit sur cette problématique de la codépendance. Donc, ils cherchaient tous une orientation. Ils avaient plein de questions. Et on a eu, dans les dernières 40 ans, je dis on parce que je considère que je suis encore à la Métairie. Oui. J'ai laissé là-bas mon cœur.
Et depuis 40 ans, on a eu plus que 2000 patients addicts qu'on a soignés, et ainsi que leur entourage. Et il y a très peu, je me suis dit, c'est dommage, quand je suis partie de la clinique, de ne pas laisser une trace de cette expérience. Donc, c'est ça qui m'a amené, parce que sur l'addict, comme il concentre toute l'attention, et de la famille, et du monde soignant, tout est centré sur la personne addicte. Et l'entourage est ignoré, ce qui est une énorme injustice. Et voilà, donc je voulais un peu, dans ma façon modeste, d'apporter quelque chose à... D'accord, de combler un manque. Oui, de vraiment, combler un manque. Et c'est un chiffre énorme de personnes. Si tu penses qu'en Suisse, officiellement, il y a 250 000 personnes qui ont des problèmes, qui sont alcooliques ou qui ont une consommation problématique d'alcool, comme on dit un peu de façon diplomatique, 250 000. Ça ne tient pas compte des autres addictions. Parfois, c'est mélangé, mais pas toujours. Il y a aussi toute autre sorte d'addiction. Oui. Donc, pour 250 000 personnes en Suisse, nous avons calculé, et ça c'est confirmé par d'autres recherches, qu'il y a au moins entre 5 et 7 personnes qui sont affectées par les conséquences de cette maladie de l'addiction. Et on n'en parle pas comme c'est possible. Donc voilà, c'est ça qui m'a motivée et qui me tient à cœur. Très bien, merci. Est-ce que tu peux, avant de rentrer un peu plus dans les détails, tout bêtement, nous donner ta définition, même Sylvie, si tu veux rebondir, n'hésite pas, de la codépendance, en fait, parce que c'est un thème qui est peu utilisé, enfin c'est quand même très à la marge, on va dire, pour vulgariser la chose et expliquer aux auditeurs, aux auditrices ce qu'est la codépendance pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je dois dire que j'ai découvert ça à la clinique. C'est là où je rencontrais les personnes proches de nos patients. Et d'une façon très intéressante, j'ai vu que ces personnes avaient des caractéristiques très similaires et j'ai découvert la problématique de la codépendance. Il s'agit fondamentalement de personnes qui essayent d'aider la personne dépendante à s'en sortir à n'importe quel prix. Ils essayent de tout faire pour que la personne diminue sa consommation, arrête sa consommation, sans réussir. Et malgré le fait qu'ils font toutes sortes de sacrifices et des efforts pour qu'ils arrêtent, eux, ils n'arrêtent pas non plus leur comportement jusqu'à perdre le contrôle de leur propre vie. Il y a un parallèle intéressant entre les dépendantes et les codépendantes. Les dépendants perdent le contrôle de leur vie à cause de leur consommation de substances et les codépendants perdent le contrôle de leur vie souvent à cause de la obsession qu'ils ont pour la personne dépendante, le comportement de la personne dépendante. Donc, c'est vraiment tout faire pour essayer d'aider l'autre sans tenir compte de ses propres limites et sans voir que tout ce qu'ils font ne réussit pas parce que ça n'arrête pas cette maladie. C'est pas les proches qui ont créé cette maladie, c'est pas les proches qui peuvent la soigner, c'est pas les proches qui peuvent la contrôler. Donc, avec tous ces efforts qui font les personnes codépendantes, la personne dépendante est encore trop confortable parce qu'il équilibre toujours les déséquilibres que cette maladie amène. Donc, la personne dépendante ne se sent pas en danger fondamental parce que c'est les personnes proches qui prennent tout en charge. Oui, c'est comme Sylvie, tu m'avais déjà dit ça, c'est que la codépendante ou le codépendant aidant tellement que la personne dépendante ne s'aperçoit de rien. En fait, sa vie continue telle qu'elle et elle se dit pas en fait, il y a un problème. Oui, parce que la personne dépendante, la chose dont elle a le plus peur, c'est des conséquences. Donc, elle va toujours faire en sorte de trouver quelqu'un qui va les assumer à sa place, en fait. Et je pense qu'on s'attire pas par hasard. Hein. On trouve toujours la bonne personne assez costaud pour venir régler les dettes, faire le ménage, s'occuper des enfants, ramener l'argent. Et particulièrement, moi en tant que codépendante aussi, parce que c'est d'accepter des choses inacceptables avec un niveau de tolérance. On voit bien quand on n'ose plus raconter ça aux gens, tellement les gens nous regardent en disant « mais pourquoi vous supportez ça ?» D'ailleurs, je viens de le faire tout à l'heure face à une personne dont on parlait.
comment c'est possible de supporter des choses aussi insupportables? Mais quand on a la tête dans le guidon, comme ça, on pense que c'est normal. Et tu m'avais donné une définition quand je t'ai connue il y a des années, Daniela. C'était vraiment cette capacité d'une personne à assumer les conséquences des actes ou non-actes d'une autre personne. C'est vraiment ce niveau de... faut une sacrée force. Parce que ce que j'ai découvert avec les personnes codépendantes, c'est qu'ils ont des caractéristiques communes, entre autres, les sentiments de honte et de culpabilité. Si je devrais résumer, c'est surtout ça. Parce que les gens ne savent pas encore que l'addiction est une maladie. C'est tellement mal connu. Ils se disent c'est une tare, c'est un vice, c'est un résultat de ceci et cela. Oui. C'est une maladie. Et ça, c'est un tournant de comprendre ça. De se dire, mais je n'ai pas créé cette maladie, donc je ne peux pas la soigner. Mais quand ils n'ont pas cette information, ils ont un sentiment de honte, de se dire, je ne suis pas assez bonne mère, ou pas assez bonne épouse, ou pas assez bonne mari, et c'est à cause des mêmes manquements que la personne consomme. Ouais. Quand la personne est dans la maladie qu'on appelle active, c'est-à-dire qu'elle consomme, elle cherche la faute à qui? Donc, bien sûr, c'est la faute de l'entourage le plus proche, parce qu'ils disent à ça, tu n'es pas assez patient, tu ne me comprends pas assez, tu ne communiques pas assez, rien n'est assez pour les dépendants. Et les codépendants le croient. Se disent donc, c'est parce que je ne suis pas à l'auteur que la personne continue à consommer. Et il y a la honte, donc il cache tout devant tout le monde parce que, comme il se dit, je ne suis pas capable de régler cette situation, je vais la cacher. Et il y a la culpabilité en même temps de se dire, voilà, je ne vaux rien, c'est pour ça que la personne continue à consommer. Donc c'est sur ces deux, il y a plein d'autres choses qu'on peut mentionner, mais surtout, je trouve, c'est la honte et la culpabilité. Et je dis même parfois aux personnes codépendantes, mais vous avez un gène plus que la plupart de la population, c'est un gène C de la culpabilité, parce que tout est leur faute. Partout, ils se disent, ah, c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait moi? Tandis que les dépendants, ils ne se posent pas cette question. Mais les codépendantes, certainement. Les dépendants se la posent surtout s'ils sont déjà codépendants. Oui, oui. Moi, ma vie est basée sur la culpabilité. Dans ces cas-là, oui. Mais il y a des gens qui sont codépendants, même en étant dépendantes. Mais il y a d'autres qui sont dépendants sans être codépendants. Ouais. Là, ça varie un peu. Et ceux-là ne se sentent pas coupables, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Oui, la culpabilité. Et il y a aussi, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi cet inconscient collectif qui fait que les gens ne savent pas que c'est une maladie, une vraie maladie somatique du cerveau. Et du coup, il y a ce truc que de toute façon, dans la société, je pense que ça vient de la psychanalyse, toute la faute des parents, et particulièrement des mères. Donc si... c'est très culpabilisant, la société est très culpabilisante. Si vous dites, oui, moi j'ai mis mon enfant dehors parce qu'il devenait violent, ou parce qu'il consommait, ou je lui ai coupé les vivres, les gens vous regardent comme si vous étiez un monstre. Hein. Vraiment, on est très jugé par la société là-dessus. Donc il y a aussi cette peur du regard qui fait que on va me dire que je suis une mauvaise mère, que j'ai pas fait mon travail. On n'accuse jamais les pères. C'est jamais la faute du père, même s'il a jamais été là, mais ça va tout le temps être la faute de la mère. Et puis, comme par une baguette magique, on a pu rendre notre enfant dépendant, et ce serait à nous de résoudre ce problème. Donc, c'est aussi compliqué de mettre des limites aux dépendants quand il y a cette espèce de société qui vous dit, mais t'es la mère, tout est ta faute, et tu devrais tout savoir faire pour résoudre ça, quoi. Et ça va avec un seuil de tolérance très élevé qui ont les personnes codépendantes pour supporter les stress, les difficultés, les déceptions, les frustrations. Souvent, quand ils viennent me voir finalement, après des années, ils me disent, je suis épuisée, je suis fatiguée. Je dis, mais restez fatiguée. Et ils me regardent très surprise parce que quand les gens sont fatigués, ils vont à l'essentiel. Quand ils ont encore beaucoup d'énergie, mais ils font à la place des autres, ils s'activent, ils s'agitent, et ça fait que l'autre fait rien. Donc, c'est important que cette seuil de tolérance par rapport à la frustration, aux déceptions, que ça descend, et de se dire, mais
moi je ne peux plus. Mais ils vont très très loin avant de dire stop, je n'en peux plus. Hein. Très très loin. Il y a une obsession vraiment. Le dépendant est obsédé par la substance, qu'on l'a consommée, comment la consommer, la cacher ou pas cacher, comment l'obtenir. Oui. Et eux, ils sont obsédés par les comportements de l'autre. Donc, ils vivent. Les dépendants organisent sa vie autour de la consommation et les codépendants organisent sa vie autour de la personne dépendante. Donc, ils sont en miroir. Et souvent, ils ont un comportement similaire et ils se rendent pas compte. Par exemple, ils disent, beaucoup de codépendants, mais pour moi, le pire, c'est qu'il me ment. Il est pas honnête et ils se rendent pas compte qu'eux, ils sont entrés dans un système de mensonges également, en cachant la situation devant les enfants, devant les parents, devant les amis. Tout un système de cachotterie parce qu'eux, ils se sont coupables et ils ont honte. Mais ils se rendent pas compte ils ont trahi leurs valeurs et leurs principes eux-mêmes. Donc, c'est tout un système. Je m'avais dit à l'époque, c'est le secret qui maintient la dépendance. Oui. C'est des phrases que je redis. Tout à fait. Oui, puis non seulement ça, le mensonge, mais les personnes qui consomment, ça peut aller bien plus loin. Il y a les critiques, les jugements, la violence verbale, la violence physique, dépenser l'argent du foyer ou voler, ça va très loin, hein. C'est justement ça, je reprends un petit peu un point que j'avais vu dans tes écrits, c'est que face à la dépendance, on a quelque part peut-être deux chemins. Tu me diras si c'est un peu biaisé ou pas, mais c'est soit l'ignorer, comme ce que vous venez de dire, ou soit réussir à en parler. Mais parfois, la plupart du temps, j'imagine que les gens s'enfoncent dans l'ignorance. Et est-ce que vous pourriez nous parler des conséquences, justement, peut-être, bon, on en parle un petit peu, mais de ne pas parler et le silence du proche, en fait, ça peut déboucher sur des choses plus ou moins graves. Est-ce qu'on peut mettre des mots là-dessus? Oui, parce que le silence, eux, ils pensent qu'avec tous ces systèmes-là, ils vont protéger la personne dépendante de tous les préjugés que Sylvie disait de la société. Donc, on va cacher la situation. Il y aura pas de risque pour le travail, il y aura pas de risque sur les casiers judiciaires, on va tout faire, on va tout cacher. Ça aide pas la personne dépendante à s'en sortir, ça aide sa maladie à continuer. C'est parce qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein. Donc la personne est encore suffisamment confortable pour continuer parce qu'il n'y a pas un mur. Malheureusement, la seule chose qui fait entrer les personnes en traitement, c'est les limites. Il y a personne, ou rarement, qui vient à la clinique La Métairie ou se soigner ailleurs pour la dépendance par elle-même, parce qu'ils se disent, tiens, j'ai pris conscience d'un seul coup, je me suis levé le matin. Si tu as mal aux dents, tu n'as pas besoin de perdre tous tes dents pour aller te soigner. Si tu es dépendante, probablement que tu as besoin de perdre beaucoup avant d'accepter. Et encore. Je lisais que 95% de la motivation d'une personne pour entamer le parcours de soins, c'était la pression de l'entourage. Ça rejoint ce que tu dis un petit peu, c'est que même eux, ceux qu'on a pu rencontrer, notamment grâce au film de Pierre Morat, c'est, comme disait Kevin, c'est du jour au lendemain, l'entourage dit stop. Tu vas aller te soigner, que ce soit chez nous ou ailleurs, peu importe, mais de se dire, il faut se prendre le mur ou une claque dans la figure pour rester un peu poli et de se dire, non, maintenant, il faut y aller, quoi. Excuse-moi de t'interrompre, je suis dans l'enthousiasme. Moi, c'est pareil. Surtout qu'effectivement, il s'agit d'une maladie grave, mais on ne peut pas rester sûr que c'est une maladie et pauvre de moi. C'est une maladie qui se soigne. Elle se soigne très bien. Les outils sont là pour toutes les personnes qui acceptent de se soigner. Donc, ce n'est pas, un esclavage obligatoire à vie, ni pour les personnes dépendantes, ni pour les personnes codépendantes. Et c'est ça qui me fascine, dans le sens qu'on peut s'en sortir. La qualité de vie des personnes qui acceptent de suivre le traitement est extraordinaire. Mais il faut passer par ça. Mais tenir compte, si c'est une maladie, c'est déjà un énorme progrès d'avoir accepté ça. Encore, il faut aller plus loin. Mais elle se soigne. Donc, on n'est pas face à une maladie qu'on ne sait pas quoi faire. On sait très bien. Donc, c'est pour ça que la pression de l'entourage est très, très importante.
toutes les années de menaces, je te quitte, mais je reste, je te quitte, je reste, ça sert à rien. Les gens se disqualifient en faisant des menaces qui vont pas mener à terme. C'est pour ça que quand les proches touchent les fonds, surtout les codépendants, ça c'est un pas en avant. Quand ils peuvent plus, s'il vous plaît, ne pouvez plus. Comme ça, il y aura un espace pour que la personne cherche de l'aide auprès des soignants. Sortir de l'esclavage. La dépendance est un esclavage. La codépendance aussi. Oui, j'aime beaucoup cette... Moi, je dis c'est l'enfer, mais l'esclavage, ça me parle beaucoup. Hein. Et si je peux, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que les codépendants nous font un petit peu un matelas confortable. C'est là que ton futur livre va être très important parce que, je peux me permettre de dire, donc tu es en train d'écrire un livre sur le déni et pour moi, c'est la pierre angulaire à comprendre lorsqu'on accompagne une personne dépendante. C'est que oui, il ment souvent, mais il se ment à lui-même. Et ça, il y a un principe dans cette maladie qu'il n'y a pas dans les autres, où nous, en tant que dépendants, on ne voit pas la réalité. On ne la constate pas. On a une conception très particulière que c'est toujours la faute des autres et du reste, et on ne se rend pas compte que, ça je l'ai déjà dit, hein, on se rend pas compte que ça vient du fait qu'on consomme. Ça peut paraître aberrant parce que c'est tellement évident pour tout le monde, mais nous, sincèrement, on ne le voit pas. Donc comme on a une capacité à fuir la réalité énorme, si on nous met pas face à la réalité, donc face aux conséquences, on ne s'en rend pas compte. Mais ça demande beaucoup de courage de la part des codépendants parce qu'on déteste la réalité. Et ils le savent très bien. Donc on peut être très réactif, on peut devenir très violent verbalement, on peut avoir des réactions aussi un peu très désagréables face à l'autre. Donc la personne, elle a peur aussi de nos réactions, hein, quand on nous met face à ça. Moi j'avais peur de la réaction de mes enfants qui consomment aussi. Donc on apprend un petit peu à composer avec ça pour éviter, on va pas dire le conflit, parce qu'il faut vivre avec des dépendants pour voir que ce n'est pas un conflit, c'est la guerre, hein. C'est une guerre ouverte, et que voilà, il y a aussi des peurs qui fait que la personne n'ose pas nous dire nos réalités. Quand on confronte une personne dépendante, addicte, il ne dit pas mais merci de m'avoir rendu attentif, vraiment je ne me rendais pas compte, vraiment c'est génial, merci beaucoup. Non, la réaction est défensive, agressive et violente. Un jour on dit merci, mais plus longtemps après. Oui, mais il faut une semaine. Il faut un traitement, et après oui, il y a toute la gratitude, la reconnaissance, ça vient, mais c'est plus tard. Pendant la consommation, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que les personnes codépendantes marchent sur la pointe des pieds, sur un cheminée qui explose tout le temps. Ils se plient en quatre, ils savent pas quoi faire. Ils sont désespérés. C'est ça qui m'a intéressée. Ouais. Parce que je dois dire que souvent, ils sont pointés du doigt, en plus, par beaucoup de personnes à dire c'est à cause de proches, ils se disent, mais avec une femme pareille, bien sûr qu'il va consommer. Mais avec l'enfance qu'il y a eu, mais c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Et même beaucoup de soignants, hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les équipes où la femme appelle ou la mère appelle très anxieuse, savoir comment va son enfant et tout ça. Et on a ce genre de réflexion, non, ouais, mais tu parles avec une mère comme ça, c'est normal qu'il consomme, quoi. Mais moi, ça me fait hurler, quoi. Je veux dire, c'est une maladie neurobiologique. Les gars, la mère n'a rien à voir là-dedans. Et quand vous avez, moi j'ai 2 enfants qui consomment, j'en ai un qui est mort, hein, c'est pas, voilà, j'en ai déjà parlé. Ben oui, c'est une maladie extrêmement grave, mortelle. Mon fils en est mort. J'en ai une autre qui en prend le chemin. Ben, on est des mères, quoi, ou des pères, hein, il y en a aussi moins, mais on a peur pour la vie de nos enfants. Et ça nous fait faire tous, ben des fois, ce qui est contraire au bon sens. Mais c'est complexe à imaginer si on t'a pas rencontré, Daniela, de comprendre que ce qu'on fait est antagoniste avec ce qu'on devrait faire. Oui, et encore, c'est horrible quand les gens disent, mais les proches doivent avoir un avantage pour que l'autre consomme. Ah oui, ça c'est atroce. D'accord. Non, c'est très, très fréquent. Ouais. Ils me disent, des collègues, mais tu penses pas que la personne a un avantage à que son mari consomme? Mais c'est l'horreur. Les gens qui pensent ça, vraiment, ils ont aucune idée. Ils devraient passer 24 heures à vivre là-dedans pour se rendre compte de ce que c'est, de cette vie d'enfer.
Et voilà, non, mais ça, on va parler des journées d'immersion qui sont hyper importantes. T'as tellement raison, parce que, enfin, moi, je suis fille de dépendant, donc, je veux pas refaire le podcast, mais oui. voilà, mes 2 parents consommaient, on a vécu l'enfer sur terre, je crois pas qu'on avait, en tant qu'enfant, des avantages à ce que nos parents consomment. C'était l'enfer sur terre, on était en danger de mort chaque jour que Dieu faisait, et moi, en tant que mère, j'ai aucun avantage à ce que mes enfants consomment. Aucun. Je vis l'enfer sur terre. Ma seule demande est que je vive en paix, que mes enfants soient heureux. Je ne comprends pas. Et ce genre de croyance, c'est extrêmement péjorable. Et puis, nous, on l'entend, ça. Hein. On l'entend en tant que... Parce que les soignants le disent, et ils savent pas forcément que vous êtes concernés, vous entendez des trucs comme ça. Moi, je me révolte, mais d'autres personnes peuvent s'interroger là-dessus, dire ah oui, et plus oser en parler parce qu'on pense qu'il a des avantages. Non, c'est absolument très important de le dire. Ce que je voulais peut-être ajouter, c'est que j'ai jamais reçu, après des milliers de suivis des patients, un appel des parents ou des conjoints des personnes qui se sont soignées, qui ont suivi un parcours de soins, en disant « Ah, je regrette que mon fils ne me vole plus, je regrette que mon mari ne me tape plus. » Voilà, ils trouvent aucun désavantage au rétablissement de la personne dépendante. J'ai jamais reçu sous cet angle-là. Jamais reçu une plainte en disant ah, cette chaos dans lequel on vivait, ça me manque. Ça me manque, hein, c'était bien en fait. Ça c'est vrai. C'est juste. C'est tellement juste. Merci d'avoir précisé ça. Maintenant, je vous propose peut-être d'entrer dans le détail de dire quelques mots sur le rôle des enfants face à la dépendance d'un proche. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Qui commence ? Sylvie, Daniela ? Suspense. Moi, j'ai appris de Daniela, alors je vais lui laisser l'honneur. Voilà, on apprend tous de Daniela. Bon, moi, je trouve que c'est la partie la plus difficile parce que finalement, un adulte peut être à la limite consentante, mais un enfant, il est coincé là-dedans, dans un climat familial chaotique, atroce. Je répète, aucun avantage, aucun, à cette imprévisibilité, à ce chaos, à cette violence, voilà, aucun avantage. Donc, ils vivent la dépendance passive, ils peuvent pas bouger, ils sont coincés, ils peuvent pas partir. Donc, ça a été décrit que les enfants prennent des rôles inconscients pour eux aussi cacher la situation. Donc, par exemple, il y a des enfants qui sont mûrs très tôt, qui sont des excellentes notes, qui sont très performantes. Donc, inconsciemment, mais ses parents, c'est génial, cette famille est formidable, regardez cet enfant parfait. Hein. Comment cet enfant prend déjà une grande place, peut-être un deuxième enfant, peut avoir le rôle de bouc émissaire. Donc, il attire sur lui l'attention négative. Donc, le problème, c'est lui, parce qu'il fait des histoires, il fait des casses, il fait des problèmes. Donc, il y a quoi? Il n'y a pas de problème d'addiction dans cette famille. Non, le problème, c'est cet enfant turbulent. Un troisième enfant peut être un enfant clown qui inconsciemment prend sur lui d'amuser tout le monde. Comme ça, l'atmosphère de la famille est drôle. Et vous voyez ça souvent chez des enfants adultes d'alcooliques qui se sont responsables de l'atmosphère d'un dîner, d'amuser tout le monde. Hein. Sont des clowns avec des yeux tristes, mais ils font des drôleries pour amuser la galerie. D'accord. Et puis, il peut y avoir un quatrième enfant qui est un enfant que tout le monde adore parce qu'il est toujours dans son coin, solitaire, il prend pas de place, il fait pas de vagues. Donc, c'est parfait. Sauf qu'il trouve pas sa place, il est complètement effacé, il s'affirme pas. Donc, ça veut pas dire que dans toutes les familles, il y a 4 enfants. Mais ça peut être des enfants qui ont tous des rôles, prennent ces différents rôles, qui peuvent être très sages, petits, et tout d'un coup, la préadolescence, mais déjà à 9 ans, il devient insupportable. Ouais. Donc, ça va pas. Mais c'est des rôles inconscients que les enfants assument dans une famille, aussi pour maintenir un certain équilibre et pour cacher inconsciemment qu'il y a un problème de dépendance très grave et que l'atmosphère à la maison est
terrible. Je me reconnais exactement dans ces 4 rôles-là, tout au long de ma vie, d'enfant et d'adulte aussi, parce que un enfant adulte alcoolique, il continue de maintenir ces rôles-là, en pensant que c'est une partie de sa personnalité, en fait. Alors que c'est des rôles défensifs, mais vraiment complètement inconscients. Et dans tous les patients que j'accompagne, qui ont ce problème de parents dépendants, donc qui sont forcément codépendants, il y a toujours ces rôles-là. Et tout le temps, quasiment dans le même ordre. Et on passe par les 4 rôles, quasiment tout le temps, quoi. Mais ça part toujours. Est-ce qu'il y a un rôle parmi les 4 qui, le plus souvent, est le premier jalon et avant d'aller vers les autres, ou c'est aléatoire? Tu peux commencer à être enfant clown et puis à devenir le bouc émissaire on a remarqué que l'aîné était souvent l'enfant parfait. Oui, souvent nous avons... Oui, c'est ce qu'on dit en général dans les fratries. Il y a un ordre. Hein. Oui, et puis il y a souvent, ce que nous avons vu, c'est des enfants très mûrs, très tôt, qui se font à manger à 5 ans, qui sont très, très indépendants, dont les gens sont ravis. Voilà l'indépendance, mais c'est parce qu'il n'y a aucun adulte qui est là pour assumer les faire grandir comme il faut. Et c'est ça qu'on dit des enfants parentifiés, hein, des enfants qui assument le rôle des parents face à des parents défaillants. Mm-hmm. Il y a aussi une maturité intellectuelle au-delà... souvent beaucoup d'enfants dépendants ont une maturité intellectuelle précoce, parce que je pense que le cerveau se met en mode de survie et ça demande quand même pas mal de développer des compétences. Très jeune, mais quand même doublé d'une immaturité émotionnelle. Donc c'est ambivalent et ça pose des problèmes à l'âge adulte. Hein. Mm-hmm. Ça, vraiment... D'accord. Transition maintenant, on peut parler des rôles de conjoint-conjointe aussi, par rapport à un mari dépendant ou une femme dépendante. Est-ce que c'est totalement différent du rôle d'un enfant par rapport à des parents dépendants? Et en quoi est-ce différent? Alors, j'ai de la peine à parler là parce que mon mari, lui, c'était moi la dépendante. Donc, puisque je suis enfant de dépendant, mais après je suis alcoolique. Mm-hmm. Donc c'est plutôt lui qui était dans le rôle du codépendant. Même s'il m'a jamais demandé de me faire soigner d'ailleurs. Peut-être pour ça que j'y suis allée aussi vite, mais il m'a jamais demandé de me faire soigner. Bon, Sylvie est une exception. Oui, on le sait. Puis elle est une exception, clairement, beaucoup de choses, mais surtout ça. Elle fait partie des 5% des gens qui tout d'un coup ils ont compris, voilà, j'ai un problème et il faut que je me soigne. Mais sinon les autres, ils viennent tous pousser par l'entourage. Et puis c'est après une semaine, 10 jours et après un entretien de proches qu'ils prennent conscience de pourquoi ils sont là. Bon, j'avoue que l'entretien de proche, je l'avais refusé, moi. J'étais consciente jusqu'à un certain point, on va dire. Hein. Voilà, oui, effectivement, 5%, c'est proche de 0 hein, pour les personnes qui s'en sortent vraiment, qui décident par eux-mêmes. Oui. Ça fait peu. Mais c'est vrai que ça marche bien. Quand ça vient de la personne elle-même, c'est plutôt... Et ce qu'on observe, c'est que ça peut venir petit à petit, en tout cas quand ils sont en clinique, dès qu'ils prennent conscience du vécu, du bien-être sans consommer, d'un côté, et de la connaissance, de la rencontre avec des personnes qui ont vécu cette maladie, comme des conseillers en addiction, comme Sylvie et d'autres. C'est des exemples qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'arrêter de consommer peut être synonyme de bien-être. C'est pas possible de le faire seul. Donc, quand ils sont dans un entourage où ils peuvent se dire, mais tiens, cette personne va bien, moi je pourrais aussi bénéficier de ça. Voilà, ça déclenche une motivation. Souvent, cette histoire de motivation, c'est aussi un truc qui est pas très clair. Souvent, les gens disent, mais il se soigne pas s'il n'est pas motivé. Moi, je dis, venez pour avec quelle pression venez vous soigner, parce que vous n'êtes pas en état d'avoir une motivation autre que consommer, parce que le manque est terrible, est un esclavage. Donc, vous pouvez pas être motivé tout d'un coup. Vous comprenez pas de quoi il s'agit. Mais une fois en clinique, quand il y a ça cède, le sevrage est bien fait, les gens commencent à comprendre plein de choses, que là, il y a une motivation qui peut venir. Et ça a un impact énorme aussi sur l'entourage, de se dire,
voilà, là, il y a des conseillers en addiction. Ils sont passés par là. Ils ont pu s'en sortir. C'est une preuve vivante que c'est possible. Et ça permet aux proches de mettre des limites. Ouais. Parce que sinon, c'est pas possible. Si je veux abandonner quelqu'un dans sa souffrance, c'est pas possible. Mais quand ils voient par eux-mêmes que c'est possible de s'en sortir, là, ils peuvent dire, mais si tu refuses le traitement, mais voilà, c'est ta liberté, mais ma liberté, c'est de m'éloigner. Mm-hmm. Parce qu'on peut s'en sortir, parce que telle et telle personne, j'ai vu de mes propres yeux, elle peut s'en sortir. Donc, le rôle de conseiller en addiction est essentiel. Ouais. S'il n'y a pas un vécu de voir que c'est possible, c'est très difficile. S'ils vont voir des professionnels qui peuvent le dire, mais vous n'avez qu'à arrêter, voilà, vous n'avez qu'à... Oui. Ça passe pas, c'est pas possible. Les gens disent, mais je ne me sens pas comprise. Ça marche pas non plus si on nous fait parler de notre enfance, hein. Je vous le dis comme ça. Ça n'a jamais fait arrêter de boire personne, hein. Au contraire. Mm-hmm. Mais d'où l'importance, on en a déjà parlé, mais on peut en reparler là, des entretiens de proches que tu fais, Sylvie, dans le parcours des 28 jours à l'UMD. Mm-hmm. C'est souvent, en tout cas ceux avec qui j'ai pu discuter, toi tu m'en parles aussi, c'est souvent un rendez-vous, un jalon en fait dans le parcours des deux personnes, hein, du dépendant chez nous qui vient à la métairie et du proche. Ça revient souvent que cette discussion qu'ils ont avec toi, le dépendant est mis face à la réalité de son proche, qu'il entend peut-être pour la première fois. Ouais. Clairement, ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment une étape majeure dans le parcours. Oui, carrément. Vu que c'est Daniela qui m'a formée à tout ça, j'ai l'impression de dire ce que tu m'as appris. Vas-y, oui, pour voir si tu as bien appris. Oui, voilà. Attention, je vais avoir une note là. Donc, tu veux que j'explique un peu comment est le déroulé de l'entretien? Ouais. Alors, c'est un entretien que les patients n'aiment pas tant parce qu'ils n'ont pas tant de place. Que ça? Ouais. Oui. En fait, c'est un moment vraiment privilégié pour les proches. Nous, en tant que soignants, je dis nous, même si je ne suis plus là, mais je suis encore nous là-bas dans mon cœur. Moi aussi. Quand on entend les patients toute la journée. Donc, on connaît leur discours, on connaît ce qu'ils pensent, on connaît ce qu'ils ressentent, on le sait. Mais les proches viennent 1 heure. Donc, c'est la place pour qu'ils puissent entendre. Mais c'est vrai ce que dit Sylvie, les patients ont peur parce qu'il y a eu des blackouts, il y a eu des amnésies. Ils se disent, qu'est-ce qu'il va pouvoir bien dire? Mais quand il n'y avait pas les entretiens des proches, les patients disaient, mais oui, mais bon, non violent jamais, peut-être verbalement, mais elle m'embêtait tellement que c'est normal. Et après, quand il y avait l'entretien des proches, mais il y avait un peu de violence quand même. Tu m'as jeté quand même contre le mur. Je suis allée aux urgences, ouais. Etc. Donc, les discours changent beaucoup. Mais on les fait, oui, après 1 semaine environ. Parce que si on ne fait pas l'entretien, cette terrible déni revient. C'est comme la mauvaise herbe. Dès qu'ils se sentent mieux, ah, mais c'était pas si grave, finalement, j'ai tout compris, je me sens bien, ça va, maintenant, je peux m'en aller. Et c'est là où les proches viennent pour ramener leur vérité. On va pas juger qui a raison, qui n'a pas raison, mais cette heure leur est dédiée pour que les autres puissent écouter ce que les proches ont à dire. Et souvent, ils disent, les proches, c'est pour la première fois que je me suis sentie entendue, qu'il n'a pas claqué la porte, qu'il m'a écoutée. C'est la première fois que j'ai pu m'exprimer. Et ça, c'est un moment extraordinaire dans les parcours des deux personnes. À chaque fois, ils disent ça. À chaque fois, c'est la première fois. Ils nous remercient vraiment. C'est la première fois d'avoir cette plateforme d'expression. Écouter, qu'on a une place pour nous. Parce qu'ils arrivent, il y a une partie qui pense qu'on va parler du patient, hein, et qu'est-ce qu'on va leur demander de faire pour encore aider le patient. Et une autre partie qui a peur de quoi on va les accuser, qui fait que le patient est dépendant. Ils arrivent vraiment avec ces deux craintes-là. Donc, quelque part, ils arrivent. Comment on planifie le rendez-vous? Est-ce qu'on leur dit à l'avance, voilà, tel jour, vous allez venir, on va discuter tous les 3 avec toi et le proche hospitalisé? Comment on leur explique? Et est-ce qu'on leur donne les clés? On dit, voilà, vous allez venir, on va vous demander de parler
vous dites ce que vous voulez ou vous dites votre vérité? Comment est-ce que tu les briefes avant? Est-ce qu'il y a un truc où ils arrivent et c'est leur choix ou pas de s'ouvrir à toi et à la personne qui est à côté d'eux? Je finis quand même un tout petit peu ce que je disais, parce que je crois que derrière les craintes des proches, je pense que j'envoie un message qu'il faut arrêter de culpabiliser les proches, leur demander de faire plus. Oui, vous devez surveiller. Alors, c'est vous qui leur donnerez leurs médicaments, hein, ou alors, quand il veut aller quelque part, accompagner de leur demander de faire plus que ce qu'ils font déjà, qui est déjà surhumain. Personne ne pourrait le supporter. Je sais, je l'ai vécu avec mes enfants. Et surtout de les culpabiliser en disant oui, alors qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, vous avez fait quoi c'est horrible. Donc d'arrêter ça, parce que ça n'aide personne ni rien, ça favorise la codépendance. Donc ça, c'est en termes de formation. Et puis au bout de la deuxième semaine, début de deuxième semaine, ça dépend du patient comment il se sent. Il faut aussi qu'il soit en confiance. On va appeler les proches, hein. Si possible, la personne la plus proche, donc celle qui vit avec. Oui. Parce que des fois, ils vous disent « Oh non, je préfère faire venir mes parents », mais ça fait 40 ans qu'ils vivent plus avec, donc la confrontation est plus confortable, on va dire. Donc je fais toujours venir les conjoints en premier ou la personne qui vit avec. D'accord. Après, on fait plusieurs entretiens, hein, parce qu'il y a plusieurs, si on a le temps. J'appelle le proche et puis on prend juste rendez-vous. Parce que moi, je parle pas aux proches sans que la personne dépendante soit là, ça n'a aucun intérêt. Si des proches me demandent des entretiens sans que le patient soit là, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'intérêt, c'est qu'il puisse entendre la réalité qu'il fuit toute sa vie et qui fait qu'il pense qu'il est pas malade et que ça va pouvoir continuer comme ça. Donc, voilà, le patient est toujours présent aux entretiens. On va expliquer plus ou moins la maladie. Alors, moi, ça dure en 3 phrases, hein, parce qu'on n'est pas vraiment là pour faire définir une maladie, mais je leur précise bien que c'est une maladie. Selon les proches, je leur précise bien que c'est une vraie maladie neurobiologique et qu'ils n'y sont pour rien. Parce que souvent, là, ils sont très émus parce qu'ils se sentent coupables, hein, surtout quand c'est les parents, hein, les mères. Et puis, je leur demande s'ils ont des questions par rapport à ça, parce qu'il y a des fois des questions. Surtout les pères, d'ailleurs. Voilà. Ok. Et puis, après, je leur laisse la parole. Je leur dis, voilà. Et des fois, ça dévie en disant, oui, alors, voilà, j'ai dit, non, là, on parle de vous. Comment vous avez vécu au travers de la maladie de votre fils? Quelles ont été les conséquences sur vous? De quoi vous avez été témoin? Quelles ont été les pertes de maîtrise et tout ça? Et comment vous l'avez vécu? Et là, ça dure presque 1 heure. Où les proches parlent. D'accord. Au début, ils ont un peu peur, parce qu'ils ont toujours peur des réactions du dépendant, qui ne l'aura pas s'il y a un témoin. En fait, ce qui casse le déni, c'est pas tant qu'ils parlent pour la première fois de tout ça, parce que souvent, ils disent « Oui, mais nous, ça fait 20 fois qu'on lui dit. Oui, mais aujourd'hui, il y a un témoin. » Tu es là, ouais. Et le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui entende ça, ça casse le déni. Enfin, c'est un petit peu le principe, hein. Si on se fait voir par quelqu'un, tout d'un coup, ça fracasse le déni. Ouais. Et voilà, ils exposent tout ce vécu pendant toute l'heure. Après, je vais leur expliquer, parce que leur grand souci, c'est oui, mais la suite, qu'est-ce qui va se passer après? C'est toujours, bien sûr, l'angoisse. Hein. Là, il est en sécurité, mais après. Oui. Donc, je comprends bien, je connais. Et puis, on va leur expliquer quelle est la suite pour lui. Hein. Quels outils on va donner, donc surtout c'est des outils pour bien sûr maintenir le déni à distance, parce qu'il faut savoir que la seule raison au monde pour laquelle les personnes rechutent, quelle que soit l'excuse, quel que soit l'événement, c'est toujours que le déni est revenu, hein, parce qu'il n'y a aucun événement indésirable qui est soigné par le fait qu'on consomme, plutôt ça l'aggrave en général, donc ça c'est vraiment très important de le comprendre. Et puis après je vais leur donner des outils à eux, donc pour eux. C'est pas toujours bien reçu, parce qu'ils ont déjà fait beaucoup, certains me disent « Oui, mais c'est lui le malade, moi j'ai rien à faire ». Parce que c'est difficile de comprendre qu'ils le font pour eux, pas pour l'autre, mais que ça va aider l'autre, malgré tout. Donc le premier truc que je donne, c'est le livre de Daniela Danis, Au cœur de la codépendance. C'est un beau cadeau. Hein. Ça, pour moi, c'est un outil, un support extrêmement important. Et tous les retours que j'ai, c'est heureusement que vous m'avez donné ce livre à lire, ça m'a beaucoup aidé, ils s'identifient, ils voient que ça existe, qu'ils sont pas seuls, enfin tous les trucs d'identification.
Donc c'est vraiment un outil précieux. Et puis ensuite, on parle des groupes, des groupes pour les proches. Oui. Donc ici, on n'a plus Naranon, qui sont les groupes 12 étapes pour les narcotiques anonymes, mais on a toujours Alanon, qui sont les groupes de proches pour les personnes proches d'alcooliques, mais ça marche aussi pour toutes les autres drogues. Et puis on a CODA, qui sont les groupes de codépendants anonymes, mais qui pour aujourd'hui n'existent qu'en ligne, parce qu'il n'y en a pas en Suisse encore pour le moment. D'accord. Et selon les profils, des fois, on peut aussi diriger les personnes vers les DA, qui sont les dépendants affectifs anonymes, parce que dans les proches, des fois, il peut y avoir aussi... Enfin, moi, personnellement, je suis codépendante et dépendante affective, plus. Donc... Et ça, les groupes pour les codépendants, ça se fait à peu près au même rythme que les groupes AA. C'est assez régulier. Les gens peuvent trouver ça facilement et s'y rendre facilement. Alors on trouve ça sur Internet, sur Google, et puis on tape CODA France. Il y a les sites avec toutes les réunions, avec tous les horaires, les liens aussi sur Zoom ou Teams. Enfin, tout est organisé à la perfection. Il y a aussi si vous allez sur CODA France, il y a vraiment... le site, il est extraordinaire. Vraiment. Il y a tous les comportements dans la codépendance et les comportements sains vers lesquels on doit aller. Il y a vraiment une explication super bien faite. Par exemple, ça. Mais puis les gens, c'est anonyme, donc ils n'ont pas besoin de s'inscrire, de quoi que ce soit. C'est anonyme et gratuit. Donc ils se connectent à l'heure de la réunion, ils disent juste leur prénom. Et ils participent à la réunion. Souvent, au début, ils écoutent, puis après, ils parlent un peu, tout ça. Et c'est comme ça qu'on entre dans un groupe 12 étapes. Il y a aucune formalité pour le faire, c'est absolument libre. Personne ne va vous demander de venir ou pourquoi vous n'êtes pas venu. On ne va jamais vous demander ce que vous faites dans la vie, quel est votre métier, quel est votre âge, rien. Enfin, c'est vraiment... on est là, tous ensemble, parce qu'on partage un même problème. Oui. Et on essaie de se rétablir ensemble. Ouais. Très bien. Par rapport à ce que disait Sylvie pendant l'entretien des proches où elle explique la maladie, je dois dire que j'ai observé autant chez les proches que chez les patients un tel soulagement d'apprendre que ce n'est pas de leur faute, mais c'est quand même une responsabilité de se soigner. C'est-à-dire que c'est pas ma faute d'être malade, ni ma faute d'être codépendant, mais je peux me soigner. Je ne suis pas enchaînée dans cette souffrance à vie. Personne n'est obligé de subir les conséquences de l'addiction ni de la codépendance. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est une liberté, un soulagement formidable qui est possible, qui n'est pas nécessairement évident pour d'autres maladies, où les gens ne s'en sortent pas nécessairement, le traitement n'est pas encore là. Là, le traitement existe depuis 1935 environ, 1950 en tout cas, il y a des centres de traitement. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Les prix pour les familles, les prix pour la société sont tellement énormes pour une maladie qui peut se soigner. Qui peut se soigner, oui. Mais il y a un déni sociétal, comme on disait avec Sylvie au début, qui fait qu'on trouve toutes sortes d'excuses, et puis la personne est un bon vivante, et puis les jeunes consomment parce qu'ils sont jeunes, et on se trouve une minimisation, une espèce de tolérance qui amène à des désastres complètement inutiles. Mais je voulais dire que cette histoire de maladie aide beaucoup, maladie qui se soigne. Ça aide les dépendants à assumer une responsabilité, et ça aide les proches à dire je peux mettre des limites, parce que si la personne choisit de ne pas se soigner, c'est quand même un choix qui n'existe pas pour toutes les autres maladies, pour beaucoup de maladies. Oui. Je voulais ajouter ça. Alors, en plus des entretiens de proches qu'il y a dans le parcours au sein de l'UMD, est-ce qu'il y a d'autres outils pour aider les personnes? Oui, il y a, sous l'impulsion de Sylvie, elle a introduit quelque chose d'extraordinaire pour les personnes proches, c'est ce que s'appelle les journées d'immersion. C'est-à-dire que les gens peuvent passer toute une journée avec les patients et avec les soignants à la clinique dans cette journée-là. Donc, je te laisse, Sylvie, dire un peu plus, mais c'est un outil extraordinaire et on a des retours vraiment 100% formidables de cette expérience. Alors, Sylvie, attention, pression. Est-ce que oui, parle-nous carrément un petit peu de ces journées en immersion?
Bon, en fait, c'est un outil Minnesota qui existe dans d'autres centres et puis que je trouve vraiment important que la personne vienne, que les proches voient aussi que tout ce que fait leur proche pendant la cure. Parce qu'on a des journées très structurées, on a vu dans l'autre podcast. Oui. Et je pense que ça les rassure de voir qu'il y a un vrai travail très important qui se fait. Il y a 3 groupes thérapeutiques par jour et tout, donc ils suivent et ils se rendent compte qu'ils comprennent pourquoi leurs proches sont aussi un peu fatigués le soir. Et pour eux, je pense que c'est très important qu'ils se rendent compte aussi, ça c'est mon côté dépendant, que la personne dépendante, elle souffre aussi. Que c'est une maladie, qu'elle souffre, qu'il fait pas exprès non plus. Que c'est pas contre eux, que des fois on n'est pas trop sympa. Je pense que ça aussi c'est rassurant. Et puis qu'il y ait une inclusion en fait. C'est une maladie familiale quelque part. Tout le monde est impacté par ça. Et je pense que c'est normal qu'il fasse partie de. Donc ça c'est proposé dans les 2 dernières semaines. Il y a une n'importe quand, sauf la première semaine. Sauf la première semaine, évidemment, où il reste seul, mais après ça peut être planifié quand ils sont disponibles. Dans le cas des 28 jours, quand ils sont disponibles, ils viennent passer une journée. D'accord. Complètement, du matin au soir, et ils font tout exactement la même chose que leurs proches. Et j'essaie de faire le groupe sur la codépendance ce jour-là pour qu'ils puissent. Justement, quand les personnes viennent dans ces journées immersion, peut-être les faire. Est-ce qu'ils peuvent venir à plusieurs proches en même temps, en fait, ou c'est souvent parmi le groupe de personnes, mettons qu'il y a 8 patients à l'UMD, là, aujourd'hui, ça va être une personne, demain, ce sera une, ou ils peuvent venir à plusieurs et peut-être échanger pendant cette journée entre codépendants. Moi, je préfère. Il y a un intérêt, en fait, à ce qu'ils soient plusieurs le même jour pour peut-être dire, alors certes, ce n'est qu'une journée, mais peut-être nouer des liens et parler avec, comme les personnes dépendantes qui font l'UMD, en fait, parler. Oui, et pas sortir de la solitude, de la honte, de voir qu'il y a d'autres qui n'ont pas marqué sur le front qu'il y a cette problématique et avec qui ils peuvent s'identifier, se dire, voilà, on a cru être seul à vivre ça et finalement je me rends compte qu'il y a beaucoup d'autres qui vivent la même chose. C'est hyper important. C'est hyper important. Et moi, c'est mon objectif, c'est que les proches viennent le plus possible tous ensemble. Ce serait fantastique, vraiment. Parce que comme le principe d'identification dans le groupe de dépendance, ça marche aussi, comme tu expliques, dans le groupe d'identification entre codépendants, parce que nous, on se reconnaît parce qu'on vit quasiment tous les mêmes choses dans la dépendance, c'est ce que tu disais, c'est pour ça que nous, on sait par cœur ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire. Mais pour les codépendants, c'est la même chose. Enfin, moi, en tant qu'enfant codépendante, en tant que mère codépendante, je me reconnais dans tous les traits. Quand je fais le groupe, des fois, je le fais tout autant pour moi que pour les patients, quoi. Parce que je me reconnais dans absolument tout, absolument tout. Et il y a un questionnaire que tu donnais, qui est en, je sais pas, il y a au moins une 40aine de questions où tu réponds par oui ou non. Ah oui, tu l'avais montré. Oui, je t'avais montré. Oui. Moi, je le fais même plus parce que je coche toutes les cases sans aucune exception. Aucune exception. Donc, oui, c'est très aidant. Et puis, et aussi pour les dépendants, de voir que un peu les retours des autres parents, des autres femmes, des autres tout ça, et au travers de ce qu'ils racontent, eux aussi se disent, ah oui, moi j'ai fait vivre ça à ma femme, moi aussi j'ai fait vivre ça à mes enfants, ça fait des prises de conscience. Enfin, d'être tous ensemble, c'est, je connais rien de plus thérapeutique. D'ailleurs, on dit que les meilleurs thérapeutes, c'est les dépendants ensemble. Oui. Moi, je dis par rapport à la rechute, je voudrais peut-être dire ça. Bien sûr. C'est important aussi pour les personnes proches. Souvent, j'entends dire la rechute fait partie de la maladie et on minimise ça beaucoup, ou de rétablissement. Non. La maladie peut être fatale. La rechute. Donc moi, je ne minimise jamais une rechute. Je pense qu'il y a, comme Sylvie disait, aucune raison valable pour reconsommer. Il y a tout un réseau, un système de soutien qui existe aujourd'hui, qui la personne peut s'adresser pour ne pas rechuter. La rechute peut être très grave. Il y a des gens qui ne reviennent pas de leur rechute. Donc c'est important de savoir qu'on peut s'en sortir, que l'aide est là 24 heures sur 24. Peut-être ça
pas tellement lien, mais j'avais envie de le dire parce que ça me semble important. Et aussi de dire que ça, c'est aussi très, très répandu, malheureusement, que c'est le trauma qui provoque la dépendance. Or, certains de nos patients ont eu des traumas, effectivement. Parallèlement, la dépendance s'est développée. Il y a des traitements pour le trauma, par exemple le EMDR aujourd'hui. Et ce qu'on a vu, c'est que les gens qui ont soigné leur trauma, ils n'ont pas pu consommer d'une façon contrôlée parce qu'ils sont aussi dépendants et la dépendance exige l'abstinence. Peut-être on n'a pas parlé de ça, qui est aussi controversé parfois, la consommation contrôlée qui est très à la mode, etc. et qui ne marche pas. Tous nos patients nous ont dit j'essaie de contrôler et ça marche pas. Donc c'est aussi des messages importants pour les personnes proches de comprendre que c'est pas certaines personnes ont eu des traumas et d'autres n'ont pas eu de traumas. Pourquoi? Et que c'est la dépendance qui crée des traumas pour eux et pour l'entourage. Hein, donc il n'y a pas une corrélation trauma-dépendance. Et encore, voilà, souvent c'est malheureusement le lien est fait direct, de causalité. Oui. Et c'est pas notre expérience est large, plus que 2000, je ne sais pas combien de patients jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas tous où il y a le trauma et l'addiction. Mais il y en a même c'est deux choses parallèles. Hein? Il y a même beaucoup plus de gens qui n'ont aucun trauma qu'en ont. Et que le trauma est créé par la dépendance. Moi, mon seul traumatisme dans ma dépendance, c'est ce que j'ai subi à cause de cette maladie. Oui. Et pourtant, j'ai une vie gratinée, mais je me ressens aucun trauma. Par contre, les pertes de dignité dans la maladie, ça m'a traumatisée, oui. Et ça ne se soigne qu'avec le temps et l'abstinence. Oui. Et ça, c'est très important. J'ai des collègues qui pensent que automatiquement, alors ils vont aller soigner le trauma, qui est souvent inventé par la personne pour justifier ses consommations. Hein, faut être. Parfois pas. Parfois il y a. Parfois pas. Oui. Mais là, je parle plutôt moi en tant que personne, parce que j'ai pu utiliser certaines choses pour justifier mes comportements. Vrai. Après, d'autres en ont vraiment. Mais dans tous les cas, consommer ne fait qu'aggraver les choses. Hein. Donc, faut déjà arrêter de consommer. Et créer de nouveaux traumas, oui. Pour la personne et pour l'entourage. Parce que on peut pas, c'est pour ça qu'on revient à ce que tu m'as demandé au départ, pourquoi la codépendance? Parce que c'est une expérience extrêmement traumatique où les gens partent complètement à contresens de ce qui est vital pour eux. Et ils arrivent à des états terribles. Je suis sûre que l'hôpital est plein de personnes codépendantes au départ. Mais qu'à un moment donné, ils sont tombés malades parce que vivre dans un stress permanent avec des stratégies nulles, à échec, mais amène qu'à un moment donné, psychiquement, ils n'arrivent pas à stopper. C'est le corps qui dit basta. Stop. Et là, ça lâche, ouais. Et parfois, nous voyons que les proches sont plus malades physiquement que les patients, des problèmes de tension artérielle, des cœurs, des ulcères. Parce que qui peut vivre pendant des années à supporter ça dans un système pareil? Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Parce qu'on en est... On discute encore 3 heures. J'espère que vous avez tous le temps. On peut en parler pendant 4 jours, 4 nuits, les deux. Oui. En tout cas, je vous propose qu'on arrête là. Oui. Et je te remercie beaucoup, Daniela, d'avoir accepté l'invitation. Alors, je veux juste dire un petit mot, voilà, en conclusion. Vous avez peut-être entendu un petit peu quelques sirènes en arrière-plan, parce qu'on est tout près des hôpitaux universitaires de Genève. On essaiera de faire au mieux pour que le podcast soit le plus audible possible. Voilà. Je vous remercie, Sylvie, aussi. Merci à toi, Guillaume. Merci, Daniela. Et puis, voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. On mettra les références de tes livres, Daniela, dans la description du podcast. Dire aussi que tu reçois encore des patients. Donc, s'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec toi, est-ce que tu nous autorises à mettre tes coordonnées dans la description du podcast? Si tu te retrouves avec une armée de patients et de coups de téléphone, tu pourras m'écrire. Et puis voilà, je te prendrai comme assistant. Si tu veux, pourquoi pas, on va demander à ma patronne. Et puis je vous souhaite à toutes et tous une bonne écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.